Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fascine, je crois, tout le monde. Les civilisations perdues. Vous savez, ces sociétés qui semblaient si avancées, si sophistiquées, et puis pouf, disparues. Elles nous laissent avec des ruines, des énigmes, des artefacts mystérieux. On se demande forcément qu'est-ce qu'on a oublié, pourquoi ces mondes se sont-ils effondrés, parfois si vite. Notre discussion aujourd'hui, elle va essayer de tirer quelques fils en s'appuyant sur une vidéo source, Les Empires oubliés de vue d'ailleurs. On va voyager un peu, quoi. Des Mayas en Amérique centrale à l'île de Pâques, en se basant sur l'archéologie, les théories actuelles. C'est une vraie exploration des mystères du passé, mais qui nous parle aussi aujourd'hui, je trouve. Ah oui, tout à fait. Cette quête de nos origines, de l'inconnu, c'est un moteur puissant pour l'humanité, hein. L'archéologie, l'histoire, ce n'est pas juste académique. Ça répond à un besoin profond de se connecter à ceux d'avant. Et il y a des noms qui résonnent plus que d'autres, c'est vrai. L'Atlantide, évidemment. Le mythe parfait de la cité engloutie. Ou l'effondrement maya, tellement complexe. Et puis l'île de Pâques, ses statues. Ça pose des questions très concrètes sur l'adaptation humaine. C'est vrai, ces trois-là, Atlantide, Maya, Île de Pâques, ils ont quelque chose de spécial. Pourquoi eux, plus que d'autres peut-être? C'est juste le côté spectaculaire de leur fin? C'est un mélange, je pense. Pour l'Atlantide, c'est Platon qui lance tout, avec cette description d'une civilisation idéale, presque trop parfaite, et punie. C'est une histoire forte, une parabole, même s'il n'y a, soyons clairs, aucune preuve archéologique solide. Zéro. Mais le mythe perdure, cette idée d'un âge d'or perdu, d'une super civilisation avant nous. Ça continue d'alimenter l'imaginaire et parfois des théories un peu, disons, alternatives. Pour les Mayas, c'est très différent. Là, on a les protes sous les yeux. Des cités immenses, une écriture qu'on déchiffre de mieux en mieux, des connaissances en maths, en astronomie. C'est indéniable. Le mystère ici, c'est pas l'existence, c'est la chute. Comment une société avec des millions de gens, des cités-États puissantes, comment tout ça a pu s'effondrer? Oui, cet abandon des grandes cités vers le IXe siècle. Voilà. C'est ce contraste entre l'apogée et ce déclin rapide des centres classiques qui interpelle. Et puis Rapa Nui, l'île de Pâques. Son isolement total en fait une sorte de laboratoire humain. Les Moai, bien sûr, c'est impressionnant. On s'est longtemps demandé comment ils les avaient transportés, érigés. Mais au-delà de ça, l'histoire de l'île telle qu'on la reconstitue pose des questions hyper actuelles en fait. Gestion des ressources, déforestation, les conséquences sociales possibles d'un déséquilibre avec l'environnement. Même si, attention, l'idée d'un effondrement total juste à cause de ça, l'écocide, elle est un peu nuancée aujourd'hui par les chercheurs. Oui, ces nuances sont importantes. Et pour comprendre tout ça, l'archéologie d'aujourd'hui, elle ne cherche plus seulement des trésors, j'imagine. On essaie de reconstituer la vie des gens, la société, l'environnement. Comment on fait concrètement sur le terrain, au-delà de creuser, quoi. Ah mais c'est devenu incroyablement complexe et passionnant. Oui, la fouille, couche par couche, ça reste la base pour comprendre qui était là et quand. La stratigraphie. Mais on fait tellement plus. On analyse les pollens fossilisés, la palynologie, pour savoir quel temps il faisait, quelle végétation il y avait. On étudie les ossements, animaux, humains. Ça nous dit ce qu'ils mangeaient, leurs maladies, comment ils enterraient leurs morts. D'accord. Les poteries, les outils en pierre, les restes de maison, tout ça nous parle de leur technologie, de leurs échanges commerciaux. C'est un vrai travail de détective pluridisciplinaire. La vidéo source, Les Empires oubliés, donnait l'exemple de Chichén Itzá au Mexique. Elle montrait comment l'étude des bâtiments, comme le Grand Cénote ou l'Observatoire El Caracol, comment ça, combiné à l'étude des réseaux d'eau souterrains, ça révélait une ingénierie hyper pointue. Exactement. Chichén Itzá, c'est un super exemple. On voit différentes influences culturelles et une adaptation vraiment maligne à un milieu difficile avec peu d'eau en surface. Mais bon, même avec toutes ces méthodes, il faut rester modeste, hein. Souvent, les preuves, elles sont incomplètes, on interprète, et pour expliquer les effondrements, comme celui des Mayas classiques, aujourd'hui, on parle rarement d'une seule cause. C'est plutôt un ensemble de facteurs qui s'en mêlent. Et quelles sont les hypothèses principales qui ressortaient de la vidéo justement sur ces déclins? Alors, la vidéo pointait plusieurs pistes qu'on retrouve souvent dans les recherches. Les changements de l'environnement, c'est clair que c'est un facteur majeur. On a des preuves de sécheresse très longues, très dures, on voit ça dans les sédiments des lacs, dans les grottes, et ça coïncide souvent avec les périodes de déclin, notamment chez les Mayas. Ah oui,
Des catastrophes ponctuelles aussi, tremblements de terre, volcans, ça a pu jouer localement. Mais il y a aussi tout ce qui vient de l'intérieur. Les tensions sociales, peut-être parce qu'il y avait trop de monde dans certaines villes, du coup pression sur les ressources, l'épuisement des sols aussi, à force de cultiver, et peut-être aggravé par la déforestation pour construire ou faire du stuc. C'est une piste sérieuse. Le stuc? Oui, cette chaux qui recouvrait les temples, il fallait brûler des quantités énormes de bois pour la produire. D'accord. Et puis la guerre, bien sûr. Entre cités rivales, on en a plein de preuves. Ça n'aide pas à la stabilité. Et enfin, les épidémies. C'est plus dur à prouver, mais c'est une possibilité. Et pour les Mayas, la source insistait pas mal sur le lien entre climat et actions humaines, il me semble. Oui, tout à fait. C'est une vision de plus en plus étayée. L'idée, c'est que des sécheresses naturelles, mais particulièrement fortes au 8e, 10e siècle, auraient frappé des sociétés déjà un peu fragilisées par leur propre impact sur l'environnement. La déforestation massive dont on parlait, pour l'agriculture, pour les constructions, ça a pu réduire l'humidité locale, donc aggraver les sécheresses, et en plus faire que les sols partent avec la pluie. Un cercle vicieux. Exactement. Un cercle vicieux qui aurait pu saper l'agriculture et du coup l'autorité des rois des prêtres. C'est complexe mais ça tient la route comme explication multifactorielle. C'est fascinant. Et ça fait un peu froid dans le dos, ces échos avec aujourd'hui. Mais avant de parler trop de leur fin, il faut peut-être redire, comme le faisait la vidéo, à quel point ces civilisations brillaient. Les Mayas et la science, par exemple. Ah oui, absolument. Il faut sortir du cliché des Mayas obsédés par les sacrifices et la fin du monde. C'étaient des astronomes hors pair. Leurs prêtres savants avaient mis au point des calendriers incroyablement précis. Ils jonglaient avec un calendrier sacré de 260 jours, un solaire de 365 jours. Ça donnait un cycle de 52 ans. Et puis le fameux compte long pour dater les événements sur des milliers d'années. Oui, la vidéo montrait qu'ils pouvaient prédire les éclipses, qu'ils connaissaient le cycle de Vénus sur le bout des doigts. C'était crucial pour eux, pour les rituels, la guerre même, et les maths. Exactement. Ils utilisaient une base 20, pas 10 comme nous. Et surtout, ils sont parmi les rares à avoir inventé le zéro indépendamment, un petit glyphe en forme de coquillage. Ah oui, le zéro. Et ce zéro de position, ça leur permettait de faire des calculs très complexes, indispensables pour leur astronomie, leur calendrier. On retrouve ça gravé sur les stèles dans les quelques livres en écorce qui ont survécu, comme le Codex de Dresde. Et ce savoir, c'était pas juste pour le plaisir, c'était lié à leur religion, à leur vision du cosmos, à l'agriculture, tout était connecté. Et ce savoir, cette culture, même si les grandes cités classiques ont été abandonnées, ça n'a pas disparu comme ça. Le mot effondrement maya, il est même discuté. C'est plutôt une transformation profonde. Les centres de pouvoir sont déplacés vers le nord du Yucatan, Chichen Itza par exemple, ou dans les Hautes-Terres. Les Mayas eux-mêmes n'ont pas disparu. Leurs descendants sont là, aujourd'hui, des communautés très vivantes qui parlent leur langue et gardent leur tradition. L'héritage culturel, il est énorme. L'art, l'architecture, mais aussi les savoirs agricoles, la médecine et bien sûr cette écriture complexe qu'on continue de déchiffrer. C'est un travail de longue haleine. Et pour continuer ce travail, les nouvelles technologies sont des outils incroyables. La vidéo insistait beaucoup là-dessus. Le lidar, notamment, ça a l'air d'avoir tout changé. Ah, le lidar! Oui, ça, c'est une vraie révolution pour l'archéologie en forêt tropicale. C'est une technologie aéroportée, un laser qui scanne le sol hyper précisément, même sous les arbres. Avant ça, trouver des sites dans la jungle du Guatemala ou du Mexique, c'était très long, très difficile. On ne voyait que les plus grosses pyramides, quoi. La vidéo montrait des images avant-après assez folles. Une zone de forêt qui semble vierge. Et hop, avec le lidar, on voit des milliers de maisons, de routes. Qu'est-ce que ça a révélé de si neuf, par exemple, sur les Mayas? Les découvertes de ces dernières années, surtout au Guatemala, sont juste stupéfiantes. On a trouvé des milliers de structures inconnues, oui, maisons, palais, terrains de jeux de balle, mais surtout, ça a révélé l'organisation du territoire. Des réseaux de routes surélevés, les Sagbeob, qui relient les villes sur des dizaines de kilomètres. Incroyable. Des systèmes de gestion de l'eau hyper complexes. Canaux, réservoirs, terrasses agricoles géantes. Ça suggère une agriculture bien plus intensive qu'on pensait, et donc des populations beaucoup plus nombreuses à l'époque classique. Ça redessine complètement notre carte mentale de la civilisation maya en fait. Son échelle, son interconnexion. Et à part le lidar, la source parlait d'autres outils. Oui, la boîte à outils s'est bien remplie. L'imagerie satellite, ça aide à repérer des indices au sol. Les drones, c'est super pratique pour faire des modèles 3D des sites, très détaillés, sans prendre de risques. L'intelligence artificielle commence à aider, pour analyser les données lidar, pour aider à déchiffrer les textes anciens.
La géophysique aussi, pour voir sous terre sans creuser. Tout ça ne remplace pas la fouille, mais ça la rend plus intelligente, plus ciblée, et souvent moins destructrice pour le site. Et cette question de la destruction, de la préservation, c'était justement le point suivant de la vidéo. Face à ces découvertes, mais aussi aux dangers, comment on protège ce patrimoine? Oula, oui, c'est un défi énorme. Ces sites, c'est pas juste des cailloux, hein, c'est notre histoire commune. Ils sont menacés par le temps qui passe, l'érosion, la végétation, mais aussi, et beaucoup, par nous, les humains. Le pillage qui sort les objets de leur contexte et détruit l'information, l'urbanisation galopante, l'agriculture, le tourisme de masse mal géré, parfois le vandalisme, les conflits. Lassoure disait bien que préserver, c'est pas juste une affaire de conservation matérielle, c'est aussi respecter les cultures passées et les populations locales actuelles. Exactement. La préservation, ça doit être un tout. Il faut la recherche pour comprendre les sites, il faut des techniques de conservation, il faut des lois et qu'elles soient appliquées, il faut sensibiliser tout le monde, et surtout, il faut impliquer les communautés qui vivent à côté. Souvent, ce sont les meilleurs gardiens de leur patrimoine si elles y voient un intérêt, un bénéfice, par exemple via un tourisme respectueux. Trouver le bon équilibre, quoi. Voilà, c'est l'équilibre entre protéger, étudier et mettre en valeur. Pas simple. Et au-delà des pierres, il y a peut-être aussi la mémoire, les leçons à tirer. La vidéo semblait aller par là pour conclure. Oui, et c'est peut-être le plus important finalement. Étudier ces sociétés anciennes, c'est pas juste pour le plaisir de savoir. C'est aussi essayer de comprendre comment les sociétés humaines fonctionnent, comment elles innovent, s'adaptent, mais aussi comment elles peuvent surexploiter leurs ressources, créer des inégalités, s'effondrer ou être résilientes. Quand on regarde les défis environnementaux des Mayas ou de Rapa Nui, l'eau, la déforestation, le climat qui change, difficile de ne pas faire le lien avec nous aujourd'hui. Même si c'est pas la même échelle, bien sûr. Leur histoire, elle nous interroge sur notre propre chemin, sur la durabilité de notre modèle, notre rapport à la nature. Bon, alors, si on essaie de rassembler un peu tout ça, on est parti de cette fascination pour les mondes perdus, on a vu comment l'archéologie travaille, avec des outils classiques, et maintenant des technologies comme le LIDAR, qui ouvrent des perspectives folles. On a parlé des théories sur les grands changements, les déclins, souvent complexes, multifactoriels, en regardant de plus près le cas Maya. Et puis, on a insisté sur l'urgence de préserver ces traces du passé, pour la science, et peut-être pour nous éclairer nous-mêmes. Il reste plein de mystères, c'est sûr, mais chaque découverte nous rapproche un peu de cette immense histoire humaine. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question de fond, je trouve. En regardant comment ces empires ont géré, ou pas géré, les crises écologiques, sociales, qu'est-ce qu'on peut vraiment en tirer comme leçon concrète pour nous, aujourd'hui? Est-ce que c'est juste une série d'avertissements qu'il faut écouter très vite? Ou est-ce que c'est le reflet d'un cycle un peu inévitable d'apogée et de transformation pour toute société? La réponse est sûrement compliquée, mais ce qui est sûr, c'est que l'héritage de ces peuples, leurs idées, leurs arts, leur façon de voir le monde, ça continue de nous parler. Continuer à chercher, à préserver, à comprendre ce passé, c'est pas un luxe, c'est essentiel pour mieux saisir notre propre place dans cette longue histoire.